Les gouvernements successifs laissent EDF aux commandes et se contentent de promesses à l'Union européenne. Mais les autorités de la concurrence de l'Union s'en mêlent. Et en 2015, elles somment la France d'ouvrir les concessions à des opérateurs privés. La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, au titre donc du traité. Dans ce contexte, un changement est intervenu dans les dernières semaines, puisque les échanges récents avec la Commission européenne montrent que nous devrions arriver à un compromis et au retrait de la procédure d'infraction. Donc nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans une phase de discussion pour trouver le compromis. Élu président, Emmanuel Macron assure vouloir négocier avec Bruxelles, mais il propose en même temps la mise en concurrence des concessions de 150 barrages. Le compromis s'avère une trahison et au printemps 2019, les syndicats d'EDF occupent les barrages. La seule chose que je retiens, c'est on respectera le droit européen. Voilà. À partir du moment où il a dit ça, on est dans le en même temps de Macron, c'est-à-dire c'est en même temps je te caresse de la main gauche, mais de la main droite je vais t'en foutre une. Voilà. Vous avez aimé l'épisode Vente de nos autoroutes? Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'Aéroports de Paris? Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale, La France vend ses joyaux. Bonjour monsieur. Voilà, contre la privatisation des barrages. Ouais. On paye l'électricité de plus en plus cher, alors qu'on a tout payé avec nos impôts. Et au-delà de ça, il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau. De l'eau de pluie, notre bien commun qui va être privatisé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement met en œuvre contre nous, contre l'intérêt général? En fait, c'est tout simple. Il détourne l'attention. Pourquoi il détourne l'attention? Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on arrive et qu'on crie non à la privatisation des barrages, le gouvernement dit hop, 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 vous inquiétez pas, on ne privatise pas les barrages. C'est vrai. Moi, ça, je dis, ils ont raison, on ne privatise pas les barrages. On privatise les concessions, on privatise l'exploitation. Et c'est bien pire. Regardons ce qui se passe sur les sociétés d'autoroutes, regardons en général ce qui se passe sur la privatisation des concessions en général. On cède quelque chose pour peanuts à un opérateur ou pour pas grand-chose. Cet opérateur privé fait chou gras avec le bien en question, et après il le rend à l'État, et ça serait à l'État de récupérer tout ce que l'opérateur n'aura pas fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est à notre demande que cette audition a lieu, et je vous remercie de votre ouverture d'esprit en acceptant qu'un technocrate dangereux de l'Europe vienne de vous parler. Nous estimons que la mise en concurrence des concessions hydroélectriques aura des nombreux effets bénéfiques. Tout d'abord, un appel d'offres est le meilleur moyen de favoriser les investissements dans les équipements et productions hydroélectriques en tirant parti de la compétitivité entre plusieurs candidats dotés de ressources et d'expertise différentes, de technologies différentes. C'est également le meilleur moyen, et c'est ça l'expérience que la Commission a en la matière, de valoriser la ressource hydraulique au bénéfice des finances publiques, nationales et locales. Croyez-moi, je ne sais pas si vous allez me croire, mais en tout cas, nous sommes concernés par le fait de bénéficier le consommateur final, pas d'autres considérations. On parle service public, vous répondez concurrence. On vous parle sécurité, vous répondez concurrence. On vous parle environnement, vous répondez concurrence. On vous parle emploi, vous répondez concurrence. On a eu le nouveau pacte ferroviaire ce printemps, qui était issu d'une directive européenne dans laquelle on trouvait 85 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. J'avais rencontré, moi, on a eu le projet de loi agriculture aussi, dans lequel, quand on réclamait des prix planchers pour les agriculteurs, on nous répondait « c'est pas possible, à cause de l'Europe qui veut de la concurrence ». On réclamait que les productions soient davantage locales. Et on nous disait non, c'est pas possible parce que ça atteint le principe de concurrence au niveau européen. En permanence, il nous est opposé la concurrence, la concurrence, la concurrence. Quand on vient répéter comme ça concurrence, 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 j'avertis simplement qu'on construit un heurt avec les peuples qui, eux, sont habités par d'autres souhaits et d'autres valeurs. La volatilité des marchés aggrave le risque de blackout sur le réseau électrique. Pour répondre à ce risque,
L'Union européenne invente des produits financiers et des plateformes d'échange boursier. Elle impose de nouvelles règles qui rendent encore plus incompréhensible le fonctionnement de ces marchés. On est loin du marché libre et transparent qu'elle prétend mettre en œuvre. Pendant toute la période de la nationalisation jusqu'à la fin des années 90, quand la production d'électricité était un service public, le prix de l'électricité a baissé en France. Depuis que ce produit est dérégulé, le prix n'a pas cessé d'augmenter. Plus 30% d'augmentation sur les tarifs d'électricité, plus 70% sur les tarifs de gaz. Là encore, il y a une augmentation de 6% sur l'électricité. Le bilan, il est négatif pour la population, pour l'usager. Et je parle bien d'usagers et pas de clients. Pour le train, c'était pareil. Il faut imaginer que, pareil, quand j'étais ado, il y avait une tarification du train en kilomètres. C'était super simple. Quel que soit le jour où on partait, de toute façon, on payait le même prix au kilomètre, point barre. Et puis après, quand on était étudiant, on avait des réductions, etc. Aujourd'hui, pour comprendre les tarifs du train, c'est super compliqué. Prendre le train aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Il y a une partie du prix du kilowattheure qui est adossée à la bourse. C'est-à-dire qu'on a voté un jour une loi en disant les tarifs régulés de l'énergie évidemment seront fonction en partie des coûts de production d'EDF, mais pas seulement. Ils seront fonction aussi d'autres facteurs, et notamment des prix en bourse. Et donc c'est pour ça qu'au mois de juin 2019, on a eu 5,9% d'augmentation sur le tarif d'électricité, parce que les prix en bourse augmentaient, et c'est pour ça qu'on va avoir d'autres augmentations, parce qu'en bourse, on est sur une augmentation des prix assez structurelle. Je précise que la concurrence à laquelle je fais référence, et c'est important de le signaler, n'est pas une concurrence sauvage, c'est-à-dire éloignez-vous de cette idée que Bruxelles favorise la concurrence sauvage, acritique, non régulée. On est dans une globalisation sauvage et il va falloir que l'Europe ait suffisamment de force de frappe et de capacité de réaction envers les blocs dans lesquels nous sommes déjà. On est dans une espèce de village global et il faut que... Donc c'est pour cela que j'ai dit... Dans cette Europe de la concurrence censée servir les consommateurs, le financement d'EDF passe désormais par les marchés financiers. En 2005, l'entreprise a fait son entrée en bourse et veut faire rêver les actionnaires. EDF, devenu groupe, commence à jouer le jeu des multinationales et de la concurrence. Il y avait essentiellement un argument, c'était la concurrence à tout prix, c'est-à-dire qu'on s'ouvrait sur une concurrence et dans le cadre de cette concurrence à tout prix, il fallait être les premiers. C'était clair. Le dogme, c'était ça, il fallait être les premiers sur le secteur. Et moi, je me rappelle très bien qu'on est allé, par exemple, au Brésil, y compris sur l'hydraulique, parce que Engie était allé au Brésil et qu'il ne fallait pas laisser les copains, les anciens copains, nous manger la laine sur le dos sur certains continents. Donc, c'était vraiment la concurrence pour la concurrence, l'expansion pour l'expansion. À quoi joue EDF ? Dans le secret de la salle du Conseil, l'avenir de l'entreprise se dessine autour d'un nouveau mythe appelé Hercule. Il s'agit de céder les activités rentables au secteur industriel privé d'un côté et de l'autre faire reposer les dettes d'EDF sur l'État. Hercule est l'aboutissement d'une expansion débridée et de projets qui ont déjà amené EDF au bord du gouffre. Le chantier de l'EPR en Grande-Bretagne, dans lequel EDF a engagé la moitié de ses capitaux propres, est la goutte de trop. Le 1er mars 2016, le directeur financier d'EDF, Thomas Pickmal, démissionne. Mais moi, je ne peux pas considérer que je cautionne une décision qui pourrait amener un jour EDF à se trouver dans la situation d'Areva. Enfin. Où il faut envisager une recapitalisation d'Areva lorsque l'entreprise est à quelques mois de la cessation de paiement ou du problème de liquidité. Le problème de liquidité dans une entreprise, c'est comme un avion qui part en vrille. Et il s'agit d'EDF. Un parallèle à faire avec 1946 et aujourd'hui. Il avait une situation qui était dramatique. Ils en sortaient. Aujourd'hui, on nous pose une autre situation dramatique, qui est le changement climatique. Quelle solution on adopte ? Marcel Paul a adopté une solution qui était
une solution nationale, de souveraineté nationale. Eh bien nous, quelle solution on adopte avec cette transition énergétique? Et je pense qu'il est temps de dire, y compris à l'Europe, souveraineté nationale sur ce secteur. Certes, vous avez des dogmes de mise en concurrence, et bien nous on dit c'est souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose autour de la nation et on se dessine quelque chose autour de la nation.